À Guayaquil, métropole bourdonnante de 2,6 millions d'habitants, la vie quotidienne a basculé au début de cette année. Le 9 janvier, à exactement 2h08 dans l'après-midi, un groupe de délinquants est entré dans les studios de TC Télévision. Ils étaient 13 au total. Ils ont capturé ici des membres de la rédaction. D'autres sont entrés dans les bureaux et ils les ont pris en otage avec des collègues qui étaient en direct dans le studio. Les assaillants ont entre 16 et 25 ans. Ils seraient membres du gang des Tiguerones. Les jours précédents, des messages circulaient sur les réseaux sociaux. Les gangs disaient « Nous ne sommes pas de simples bandes de délinquants. Nous sommes la mafia et nous travaillons pour des cartels de la drogue. » Nous pensons que c'était ça le message qu'ils voulaient transmettre en direct. L'arrivée de la police fait avorter le plan initial. Ce qu'on a finalement vu, c'est un message beaucoup plus fort que ce qu'ils auraient pu dire avec des mots. Comment résumeriez-vous ce message? Le chaos. Ils voulaient montrer le chaos. Les assaillants tentent de s'échapper, mais le studio est sans issue. Ils finissent par se rendre. Le même jour, d'autres gangs attaquent à Guayaquil un hôpital, une université, les prisons. Le crime organisé défie comme jamais l'État équatorien. L'assaut de TC Télévision n'a pas fait de victimes, mais laisse dans les esprits une trace indélébile. Des impacts de tir ici, ici, et là-haut, il y en a 2. Face à cette flambée de violence, le gouvernement de Daniel Noboa, élu en 2023, a décrété une situation de conflit interne et instauré l'état d'urgence. L'armée a désormais plus de pouvoir pour intervenir notamment dans les prisons. Elles étaient devenues les postes de commandement des organisations criminelles, sur fond de corruption généralisée. Juste avant l'offensive des gangs, Fito, le puissant chef de la bande des Choneros, s'était évadé de la prison de Guayaquil. Devant le complexe pénitentiaire passé sous contrôle militaire, les familles implorent des nouvelles des détenus. Ils ne donnent aucune information. Ils disent que tout va bien. Mais nous, on veut entrer, pour les voir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils passent la journée en sous-vêtements. C'est tout. Avec ces militaires, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pire qu'avant. Les visites sont suspendues depuis janvier. Ici, il y a des proches qui passent des journées entières à attendre des nouvelles des détenus, des journées sans manger, sans boire suffisamment. Des informations inquiétantes filtrent aux abords de la prison, comme cette vidéo de détenus rasés et tabassés, impossible à authentifier. Hier matin, ils les ont réveillés à l'aube et ils les ont tous roués de coups. Ana Morales est la fondatrice du comité des familles pour la justice dans les prisons. Elle les aide à faire valoir leurs droits. Cette famille est venue de la ville de Cuenca pour s'enquérir de l'état de leurs proches, transférés à la prison de Guayaquil. Vendredi, pendant une audience, il a levé la main et elle était toute cassée. Vous l'avez vu? Oui, de nos yeux à l'audience. Tout ce que la famille demande, c'est qu'il reçoive des soins médicaux, qu'il soit opéré. S'il doit purger sa peine, qu'il la purge. Mais dignement. Notez mon numéro, écrivez-moi et je vous donnerai l'adresse. D'un jour à l'autre, les prisons sont passées du joug de la mafia à la thérapie de choc des militaires. Dans ses bureaux du centre-ville, le comité de défense des prisonniers prête une assistance juridique aux familles. Il a été fondé après une journée de violence en septembre 2021.
Ce sont nos enfants. Lui, c'était mon fils. La plupart de ces jeunes sont morts dans ce massacre perpétré par les gangs à l'intérieur de la prison. Il a fait 125 victimes. C'était la première fois qu'un acte aussi inhumain avait lieu ici en Équateur. Certains n'ont pas été enterrés entiers car toutes les parties de leur corps n'ont pas été retrouvées. La plupart ont été décapités. Nicole, elle, a perdu un frère dans la tuerie. Elle s'inquiète à présent pour son mari, emprisonné pour trafic de drogue. Un codétenu libéré lui a envoyé ce message vocal. Avant, c'était la mafia qui leur donnait les médicaments, si on payait le prix. Sinon, les détenus n'y avaient pas accès. Mais depuis que les militaires ont pris le contrôle des prisons, il n'y a plus aucun traitement. Je ne peux même pas lui faire parvenir de médicaments de l'extérieur, parce que l'armée l'interdit. Une épidémie de tuberculose sévit dans les prisons surpeuplées. Faute de médicaments, certains malades risquent la mort. Un avocat du comité rédige gratuitement pour les familles des recours en justice pour que les détenus reçoivent des soins médicaux sans réponse assurée. La torture et les mauvais traitements sont le résultat obtenu en confiant la gestion des centres pénitentiaires à une institution qui n'a ni la formation ni la compétence pour cela. Notre position est qu'il n'est pas nécessaire de violer les droits humains pour rétablir la sécurité et reprendre le contrôle des prisons. Guayaquil est devenu l'épicentre de la guerre contre le crime organisé. Avec un taux d'homicide de 84 pour 100 000 habitants, c'est l'une des villes les plus dangereuses du continent sud-américain. Ces dernières années, les narcotrafiquants ont assis leur pouvoir dans cette ville portuaire. Baignée d'un fleuve se jetant dans l'océan Pacifique, elle jouit d'une situation idéale pour exporter la cocaïne produite en Colombie et au Pérou, cachée dans des containers ou de petites embarcations. Selon les autorités, 2 cartels mexicains s'en disputent le contrôle par le biais de gangs locaux devenus tout puissants dans les quartiers populaires. Cette année, ces organisations criminelles ont voulu démontrer leur force. Elles veulent montrer qu'elles sont des cartels avec un pouvoir économique et une branche armée et qu'elles sont déterminées à affronter l'État. Et pire, elles veulent former un État parallèle. Dans ce quartier, le plus violent de Guayaquil, la police cherche à conquérir les plus jeunes. Elle organise entre autres des cours de vacances à l'accent très militaire. Au programme, arts martiaux et défense personnelle adaptés à la réalité locale. À Guayaquil, des milliers d'adolescents sont les petits soldats des gangs. Ce sont les plus vulnérables. Ils veulent quitter leur foyer et sont influencés par la narcoculture. Pour eux, devenir membre d'un groupe délinquant est un moyen de gagner de l'argent facilement et de devenir indépendant. Un enfant de 12 ans peut gagner de 3 à 4 000 $ mensuels. Ça ne l'intéresse plus d'étudier. L'état d'urgence a pris fin en avril, mais suite à un référendum organisé par le président Noboa, l'armée et la police ont conservé des pouvoirs spéciaux, dans les prisons comme dans les rues. Ce soir-là, elles appréhendent un groupe de motards. Ces jeunes ont investi une voie rapide pour organiser une course illégale. Où est-ce qu'elle allait se dérouler, cette course? On a vu ça sur Facebook. On sait rien, on est juste venu voir. Et regardez ce qui nous arrive. Nous sommes dans un conflit armé interne. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des bandes de délinquants et une course probablement organisée par des bandes, par le crime organisé. Il se passe beaucoup de choses ici. Parmi les capturés, un enfant de 12 ans. Tu sais que nous sommes dans un conflit armé? Tu sais ce que ça veut dire? Nous sommes en guerre, ici, dans le pays.
Depuis la déclaration de conflit interne, Guayaquil enregistre une nette diminution du nombre d'homicides. Mais ses habitants continuent de vivre dans la peur. Il y a des enlèvements et des vols, mais surtout des enlèvements. Enfants, adultes, vieillards, ils enlèvent tout le monde. C'est très dangereux de vivre ici. Mon pays, l'Équateur, n'était pas comme ça avant. Javier travaille comme conducteur pour une plateforme locale de transport. Récemment, il a été victime d'un enlèvement express contre rançon. Vous voyez le feu rouge là-bas? J'étais arrêté comme ça. Une voiture est arrivée et m'a bloqué le passage. 2 voitures. Une voiture ici, une autre là. 4 personnes en sont sorties avec des revolvers et m'ont menacé par ici, par la fenêtre et par le pare-brise. Les agresseurs lui font faire le tour des guichets automatiques. Il est d'abord contraint de retirer $2000. Puis ils m'ont fait débloquer mon téléphone. Ils ont appelé ma femme et lui ont demandé une rançon de $3000. Ils voulaient même 5000. Les enlèvements et extorsions sont les principaux fléaux de la capitale économique de l'Équateur. Toutes les familles sont touchées. Hola Javier, buena. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. Il m'a raconté qu'ils lui ont volé sa maison. Les bandes organisées ont forcé sa famille à leur laisser leur maison. C'est ça la situation dans mon pays. Ils nous ont pris notre maison. On a dû partir car ils ont tenté d'enlever ma sœur. Et ils m'ont mis un revolver sur la tempe. Quelle que soit leur classe sociale, les habitants de Guayaquil vivent barricadés dans leurs maisons, souvent dans des quartiers fermés. Mon projet, c'est d'émigrer aux États-Unis. Je vais continuer de travailler pour économiser de l'argent et dès que je pourrai, je m'en irai avec ma famille. Comme lui, beaucoup d'Équatoriens rêvent de partir. Ils sont toujours plus nombreux à prendre chaque jour le chemin de l'exil en attendant des jours meilleurs.